La situation est celle de Madame Devic, une femme âgée de 45 ans et occupant le métier de secrétaire. Elle a récemment été diagnostiquée comme atteinte de la neuromyélite optique. Depuis la dernière poussée intense de la maladie, elle présente des faiblesses aux membres supérieurs et des spasmes musculaires. La consultation en ergothérapie a pour but de retourner au travail avant une nouvelle poussée de la maladie. Qu'est-ce que la NMO? Il s'agit d'une maladie rare qui touche moins d'une personne sur 100 000 et fait partie des maladies inflammatoires démyélinisantes du système nerveux central. Elle affecte principalement les nerfs optiques ainsi que la moelle épinière. Il s'agit d'une maladie auto-immune. Les causes et origines de la maladie ne sont pas encore connues. Les personnes les plus touchées sont majoritairement les femmes. L'âge moyen de diagnostic se situe autour de 40 ans. Malgré cela, il n'est pas impossible d'apercevoir l'apparition des symptômes de la maladie chez des enfants ou encore des personnes âgées. Elle est plus fréquente dans les populations d'origine africaine ou asiatique. Bien que longtemps confondue avec la sclérose en plaques, la neuromyélite optique est une maladie bien distincte. Premièrement, parce que les poussées de neuromyélite optique sont généralement plus graves que celles de la sclérose en plaques, provoquent de façon plus fréquente un handicap. Ensuite, les processus biologiques impliqués dans les deux maladies sont différents et nécessitent donc chacune des traitements respectifs. Un traitement spécifique à la sclérose en plaques utilisé dans un cas de NMO pourrait aggraver les symptômes du patient. Les traitements spécifiques de la NMO seront discutés plus tard dans la présentation. La différence majeure pour les personnes atteintes de neuromyélite optique est que leur sérum présente des anticorps dirigés contre l'aquaporine 4. Mais qu'est-ce qu'AQP4? Il s'agit d'un canal protéique situé à la surface des astrocytes, soit des cellules gliales du système nerveux central, faisant partie de la barrière hémato-encéphalique. Cette protéine est exprimée en plus grande quantité dans le tronc cérébral, les nerfs optiques et la matière grise de la moelle épinière. Dans le sang d'une majorité des personnes atteintes de la NMO, et ce même au stade asymptomatique, le système immunitaire va produire des auto-anticorps dirigés contre la protéine AQP4 qu'on nomme anti-AQP4. S'il y avait augmentation de perméabilité de la barrière hémato-encéphalique chez ces individus, l'auto-anticorps serait alors relâché du sang vers le système nerveux central. Lorsqu'il y aurait contact entre l'auto-anticorps et AQP4, une cascade de réactions serait déclenchée, menant ultimement à une souffrance du tissu nerveux. Cela est causé par l'inflammation et la perte de fonction de l'astrocyte, qui touche alors la gaine de myéline qui entoure les neurones. C'est le phénomène de démyélinisation. Les effets sont également ressentis au niveau du neurone lui-même, ce qui est le point de départ des symptômes neurologiques de la maladie. L'origine de l'apparition de ces auto-anticorps est encore à ce jour méconnue. Les symptômes les plus importants de la maladie sont une névrite optique uni- ou bilatérale ainsi qu'une neuromyélite. Selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, la neuromyélite se manifeste par différents symptômes, comme une paralysie partielle ou complète des membres, la perte de sensation dans un membre sur l'abdomen ou dans le dos, une douleur aiguë et sensations anormales comme des engourdissements, des picotements, des sensations de refroidissement ou de chaleur au-dessus de la région de la moelle épinière touchée, des troubles sphinctériens et des spasmes musculaires. Toujours selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, les différents symptômes pouvant survenir lors d'une inflammation du nerf optique sont une douleur oculaire qui est déclenchée par le mouvement de l'œil, une perte progressive de la vision d'un ou des deux yeux qui peut s'aggraver en heures ou en jours jusqu'à la perte de la vue, et une perception des couleurs déconstruite. Selon le docteur Romain Marginier, d'autres symptômes peuvent subvenir. Lors d'une atteinte du tronc cérébral, des nausées prolongées, des vomissements ou des hoquets peuvent survenir et des symptômes rares. Les symptômes vont la plupart du temps rapidement s'aggraver sans traitement et aboutir à un handicap définitif. C'est pourquoi, à la différence de la sclérose en plaques, une poussée de NMO doit être considérée comme une urgence absolue. Selon le manuel Merck, 3 caractéristiques permettent de distinguer la neuromyélite optique de la sclérose en plaques. Premièrement, la NMO affecte plusieurs segments vertébraux consécutifs de la moelle épinière, alors que la sclérose en plaques affecte qu'un seul segment. En IRM, les lésions de la substance blanche cérébrale sont rares dans la NMO, contrairement à la sclérose en plaques. En NRM, la morphologie et la distribution des lésions diffèrent. Selon le tableau de la Revue médicale suisse, pour avoir un diagnostic de NMO, il faut avoir une névrite optique et une neuromyélite, puis un des 3 critères qui suivent. L'anticorps anti-NMO est bel et bien spécifique à la maladie,
mais certains n'ont pas d'anticorps anti-AQP4 identifiables dans le sang. Donc, une réponse négative au test d'aquaporine 4 n'exclut pas la possibilité de cette maladie. Selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, il existe 3 méthodes de diagnostic principaux, qui sont l'IRM du cerveau et de la moelle épinière, des examens de la vue et des analyses sanguines. Le fonctionnement de l'IRM est assez complexe. Le champ magnétique de l'appareil aligne celui des protons des atomes d'hydrogène contenus dans l'eau des tissus de l'organisme. La région dont on veut avoir une image est ensuite bombardée par des ondes radio. À l'arrêt des ondes radio, les protons retournent à leur alignement original en émettant un faible signal radio. Selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, l'IRM permet de localiser les zones d'inflammation dans le cerveau ou la moelle épinière, lesquelles se présentent sous la forme des zones blanches sur la photo A et E. L'IRM médulaire est un élément essentiel du diagnostic de NMO, puisque le critère principal est la présence de lésions médulaires qui s'étend sur plus de 3 segments vertébraux consécutifs. L'IRM cérébrale de se faire en parallèle, puisqu'elle permet également de différencier la NMO de la SEP. Selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, l'étude des potentiels évoqués aide à différencier la neuromyélite optique des autres neuropathies optiques. Elle sert à évaluer le temps qu'il faut au cerveau pour recevoir les influx nerveux. En cas de lésion de myéline, les influx nerveux en partance et en provenance du cerveau sont plus lents qu'à la normale. Lors des analyses sanguines, on va rechercher des anticorps anti-aquaporine 4 dans le sang qui sont très spécifiques à la NMO. C'est pourquoi ce test ne serait d'aucune utilité pour la sclérose en plaques. Selon Herold et al., le test anticorps de la QP4 est disponible dans plus de la moitié des pays. Par contre, à cause de son coût élevé, peu de pays à faible revenu ont accès à ce test comparé aux pays à haut revenu. Selon Lalive et al., les traitements doivent être évalués de cas en cas. De plus, selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, les traitements tournent autour de 4 principes, soit le traitement des poussées, la prévention des poussées, les traitements des symptômes résiduels des poussées et la réadaptation. Toujours selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, le principal traitement des poussées de NMO est la corticothérapie et les traitements d'appoint pour éliminer les anticorps en cause dans le syndrome de De Vick. La corticothérapie consiste à donner par voie intraveineuse ou orale un corticostéroïde pour atténuer l'inflammation et donc réduire la gravité et la durée des poussées. Si la corticothérapie échoue ou que les poussées deviennent plus intenses, on peut se tourner vers la plasmaphérèse thérapeutique qui consiste en un échange de plasma où on prélève une partie du sang du patient pour séparer les globules rouges qu'on lui redonne dans une solution d'albumine ou de liquide synthétique ayant les mêmes caractéristiques que le plasma. On peut donc enlever du sang du patient les anticorps qui s'attaquent à la myéline pour un certain laps de temps. Si la plasmaphérèse thérapeutique est aussi inefficace, on peut utiliser la chimiothérapie pour repartir le système immunitaire. Encore selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, les traitements pour prévenir les poussées peuvent être recommandés après une évaluation approfondie par un spécialiste. De plus, il est toujours bon de pratiquer régulièrement une activité physique d'intensité modérée. Cependant, il n'y a pas de remède. La maladie n'évolue pas entre les poussées, donc la seule chose à faire est de prévenir ces poussées. À long terme, des immunosuppresseurs peuvent être utilisés à cette fin. Les symptômes peuvent être gérés avec de la médication et des traitements autres. Selon le Dr Levin dans le manuel Merck, la méthylprednisolone et l'azatioprine peuvent être utilisés ensemble pour la corticothérapie. De plus, une thérapie novatrice appelée la rituximab, donc un anticorps anti-lymphocyte B, peut réduire la production d'IgG et a l'air de stabiliser la maladie. Selon Lalive et al., ces perfusions d'anticorps suppriment de manière sélective les lymphocytes B circulant dans le corps. Comme les lymphocytes B sont la base de la réponse humorale, cette méthode est directement reliée à la physiopathogénie de la NMO. Selon une étude menée par Holroyd et al., le coût moyen des traitements pour la NMO est de 3 819 $ américains. De plus, dans seulement un pays à revenu faible sur 13 ayant répondu au sondage, les patients ont accès à de l'aide financière gouvernementale afin de payer pour les traitements. Le rôle de l'ergothérapeute dans le cas de Mme De Vick serait l'adaptation aux symptômes, l'adaptation au traitement, mais surtout le retour au travail.
Dans l'adaptation aux symptômes, l'ergothérapeute pourrait accompagner Mme Devic dans sa perte partielle ou complète de la vue, donc entretenir une relation thérapeutique très importante. De plus, elle pourrait aider dans la gestion de la douleur avec des techniques de posture et de respiration. Dans l'adaptation au traitement, l'ergothérapeute serait surtout axée sur la gestion du budget et du temps de Mme Devic. Dans le retour au travail, comme Mme Devic souffrira de faiblesse aux membres supérieurs, des techniques de gestion de l'énergie pourraient être utilisées. De plus, comme des spasmes musculaires et de la spasticité peut être vue dans la NMO, l'adaptation du milieu de travail en tant que secrétaire de Mme Devic pourrait être vue sous la forme de grossisseurs de manches pour le combiné de téléphone ou des stylos ergonomiques. De plus, du lubrifiant pour les tiroirs de classement pourrait être utilisé afin que Mme Devic n'utilise pas trop d'énergie. Des claviers agrandis avec pavé tactile ou joystick pourraient éviter l'utilisation d'une souris, ce qui pourrait être dur pour Mme Devic. De plus, pour la perte graduelle de la vue de celle-ci, un clavier à gros caractères ou à touches de couleurs différentes pourrait être utilisé pour ne pas brimer son utilisation de l'ordinateur. En conclusion, la NMO est une maladie démyélinisante du système nerveux central qui évolue par poussée. La NMO est une maladie importante à considérer car ses conséquences sont irréversibles et ne peuvent que s'aggraver. Comme les causes et les raisons d'apparition sont inconnues, la recherche pourrait être continuée plus spécifiquement dans ce sens.